cherchez un emploi, vous cherchez à recruter, vous voulez travailler ici dans les Landes, voire même en Gironde, tout cela va être possible. Nous allons vous donner des pistes ici même à Saint-Vincent-de-Tyrosse avec Pôle emploi depuis Pôle Sud, ça ne s'invente pas. Nous ne sommes pas là par hasard, nous sommes avec Laurence Bachacou et de nombreux invités. Laurence, bonjour. Pourquoi cette opération aujourd'hui ? Bonjour Stéphane. Pourquoi cette opération aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le marché du travail a vraiment évolué. On pourrait même dire qu'il a complètement muté. Et nous, à Pôle emploi, nous savons bien qu'un parcours professionnel, c'est fait de rencontres et qu'il faut que la rencontre entre les chercheurs d'emploi et les entreprises, elle ait lieu. Et que pour cela, il faut que les uns et les autres se comprennent et comprennent les aspirations de chacun. Et ces aspirations, aujourd'hui, elles ont beaucoup évolué. Alors ça, on va le voir avec Pierre Vincent qui va animer ce débat et tous nos invités. Une dernière question, Laurence, avant que je vous rende ce plateau et les clés du camion, si je puis dire, à Pierre. Pourquoi vous faites ça sur ce territoire principalement ? Nous avions envie de donner la parole aux acteurs du territoire, de provoquer ce temps d'échange, ce temps de témoignage, parce que nous avons des acteurs, que ce soit entreprises, recruteurs ou des chercheurs d'emploi, des acteurs pleins de talents, avec justement des talents qui peuvent être complémentaires et qui peuvent se rencontrer. Et nous avions envie de mettre ce territoire à l'honneur, parce que c'est un territoire qui est plein d'opportunités, qui offre aujourd'hui beaucoup d'emplois bien sûr autour de la saison touristique, mais pas simplement, avec aussi beaucoup d'opportunités sur le surf, entre autres, on va le voir. Le surf, l'hôtellerie-restauration, l'industrie, il y a énormément d'opportunités et chacun peut y trouver sa place. Très bien, c'est Pierre qui va nous démontrer tout ça. Pierre, c'est à vous, on vous laisse vous présenter. Merci, et Stéphane. Le débat et les invités. Merci à beaucoup tout de suite. Stéphane. Quel sens donnons-nous au travail ? Quelle utilité ont nos métiers ? Le travail, pourquoi ? Ce sont les questions que nous allons nous poser aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Sud-Ouest, ici à Saint-Vincent-de-Tyrosse, initiée par notre partenaire Pôle emploi dans les Landes et captée par les moyens techniques de TV7, retransmis également sur sudouest.fr. Cette première table ronde va donner la parole à des acteurs du territoire, dirigeants, salariés, chercheurs d'emploi. Entrons à présent dans le vif du sujet avec nos invités ce jour. À nos côtés, Sophie Geoffrion, philosophe de terrain et grand témoin de nos échanges. Didier Massy, charpentier dans les Landes, à Eugas, belle entreprise familiale landaise depuis plus de 50 ans. Vous avez une cinquantaine de salariés. Vous avez parié depuis 15 ans sur la jeunesse, en liaison avec de nombreux organismes du territoire, du CFA à l'école d'ingénieurs. Vous êtes un passionné du recrutement. Hélène Marty, face à vous, vous êtes DRH au sein du groupe Neptim, dont le chantier naval Quash. Vous êtes au cœur de la réflexion de l'employeur responsable. Vous venez de recruter 40 personnes en 2021 et employer en direct quelques 120 intérimaires. Deux exemples de parcours aussi seront avec nous aujourd'hui, Félix Ibé et Jérémy Aïssaguer. Je me lance avec vous, Sophie Geoffrion. Vous êtes philosophe, je le disais, et vous portez sur le terrain un regard particulier sur l'emploi, le travail. Dans nos préparations, vous m'avez affirmé que le travail était le lieu de création de sa propre existence. Quel sens réel donnons-nous au travail aujourd'hui, Sophie Geoffrion ? Je vous remercie pour votre question. Alors, quel sens réel donnons-nous au travail aujourd'hui ? Vous avez raison de poser la question, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une période où le travail traverse aussi une crise existentielle et pas uniquement économique. Mais en réalité, le travail, qu'est-ce que c'est ? On peut peut-être essayer de définir très rapidement ce que ça signifie. Le travail, c'est déjà le propre de l'être humain, le propre de l'homme, avec un grand H. Alors vous allez me dire, les animaux travaillent aussi, mais pas de la même manière. Nous, on a cette particularité, comme dans la nature, on est démunis, on est nus dans la nature, disait Protagoras, on se retrouve obligé de travailler. Donc le travail, dans un premier temps, c'est l'activité qui nous permet de transformer la nature pour répondre à nos besoins qui sont très nombreux. L'être humain a beaucoup de besoins et pour y répondre, il doit travailler. Le travail, c'est donc associé à cette idée de transformation de la nature. C'est donc un phénomène culturel chez l'être humain. C'est pas ça uniquement, c'est aussi une activité professionnelle, réglementée, que nous connaissons tous, donc avec des études, avec un statut, donc avec une place dans la société. Mais le travail aussi, dans son étymologie, ça vient de tripalium. Et le tripalium, c'est un instrument de torture à 3 pieds qui servait à immobiliser les grands animaux. Donc le travail est lié à une sorte de souffrance. Le travail est une malédiction pour l'être humain. Nous sommes obligés de travailler, il n'est pas du tout source d'épanouissement. Preuve en est, quand on n'en a pas, on le désire. Une fois qu'on l'a, on veut en changer, ou on en a ras-le-bol, ou ça ne nous suffit plus. Donc il y a une ambiguïté du travail, à la fois malédiction, souffrance, douleur. On dit travail de deuil,
Une femme, quand elle accouche, on dit le travail commence. Donc c'est lié comme ça à une forme de négativité et de souffrance. Et c'est aussi le lieu et l'espace de l'épanouissement, de la réalisation. Une des grandes notions associées au travail, c'est la notion de liberté. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est ça justement le sens du travail. C'est quel rapport nous avons dans notre travail avec notre propre liberté. Alors ça, nous allons le voir avec nos invités aujourd'hui. Le rapport entre souffrance, liberté, on verra le parcours de chacun et on verra aussi également avec les chefs d'entreprise qui sont avec nous aujourd'hui comment ils arrivent à composer, à créer des effectifs qui puissent produire comme ils le souhaitent. Hélène Marty, je reviens vers vous. Vous êtes DRH d'un grand groupe, Neptim, j'en ai parlé. Nous vous connaissons surtout pour le chantier naval Couache à Arcachon. Vous avez 190 salariés. Hélène Marty, vous travaillez au recrutement en lien avec les organismes du territoire, mais aussi en interne, à la fidélisation de vos talents. Qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus difficile à votre échelle pour éviter, j'ai envie de dire, cet inévitable turnover ? Alors oui, je vais essentiellement parler du chantier naval Couache, qui est ma préoccupation première. Alors aujourd'hui, nous, on a fait un focus particulier sur le recrutement en interne pour avoir une certaine autonomie. Donc la marque employeur est pour nous une marque de fabrique. Comment est-ce qu'on parle du chantier? Comment est-ce qu'on l'ouvre pour le faire connaître le plus possible? Alors effectivement, on travaille avec le lycée de la mer qui est à côté. On accueille beaucoup de stagiaires. Il ne reste pas forcément derrière, mais l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le plus possible. On est aussi sur une réflexion pour aller ouvrir de plus en plus à des collégiens, parce que je pense que ça se fait en amont, la connaissance de la filière navale, tous les phénomènes d'attractivité. Alors, des personnes qui sont proches du bassin, c'est plus facile, mais pourquoi pas l'ouvrir? Et c'est le cas à des personnes qui sont éloignées du bassin pour faire connaître les beaux métiers de la mer, voilà, qui sont nombreux, et notamment du nautisme, qui est une filière qui recrutent massivement en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Bien évidemment, nous, on est un acteur du territoire. C'est vrai que ça nous porte, c'est plutôt un avantage, ou c'est même clairement un avantage, puisque la proximité fait qu'on est une industrie, qu'on est bien connu. L'idée, c'est d'être aussi bien reconnu dans le sens positif, que les gens aient envie de venir chez nous. Alors, il y a le côté passion, le métier passion, le navire, tout ce qu'on peut faire, ça c'est sûr. Mais il n'empêche que sans les acteurs du territoire comme Pôle emploi, qui nous a accompagnés il y a déjà quelques mois dans une action de formation en situation de travail, ça serait plus difficile. Donc ça, c'est sûr, et on insiste beaucoup dessus. Donc il y a quelques mois, cette action nous a permis d'aller chercher des personnes éloignées de l'emploi. Alors, en l'occurrence, c'était des jeunes gens. Voilà, le hasard a fait. Donc ça a permis d'aller chercher quelqu'un qu'on a formé au métier de mécanicien naval, une autre personne sur la stratification, qui est un de nos cœurs de métier en tant qu'opérateur. Alors derrière, ils ont eu des tuteurs pour eux à temps plein, et c'est vraiment un système de réflexivité et d'apprentissage par l'expérience, avoir envie d'apprendre. Voilà, ce sont des pistes. L'apprentissage, ce sont des choses qui sont un peu communes. Je me tourne à présent vers Didier Massy. Quand on parle formation, forcément, ça vous parle. De quelle manière vous adressez-vous à cette jeunesse et notamment à ces apprentis que vous recrutez en entreprise? Je pense que tout d'abord, on a reçu en héritage une formation et on nous a appris plein de choses par le passé. Et cette époque a oublié ces liens. Et je crois que tout simplement, l'expérience que j'ai tentée dans ma propre entreprise, c'est il y a 15 ans, face déjà à un manque de salariés, je me suis rapproché tout simplement d'un organisme qui s'appelle l'Éducation nationale, avec des lycées, avec des écoles, etc. Et petit à petit, on a créé une passerelle. Je crois que ces passerelles sont nécessaires à l'évolution de nos métiers en général. Dans le cas présent, nous sommes un métier manuel. Et les métiers manuels, madame, vous l'avez dit, c'est des métiers durs, mais ils ont évolué. Ils ont évolué en tout sens et en tout point, parce qu'on y a apporté, malgré qu'on était toujours dans l'ombre, parce qu'on nous envoyait des élèves parfois qui n'étaient peut-être pas les meilleurs. Je ne dirais pas que nous étions des voies de garage, mais pas loin. Mais on a su quand même remettre tout ça petit à petit dans le bon sens. Et aujourd'hui, nous avons des réussites magnifiques, des jeunes de 24 ans qui sont chefs d'équipe, des jeunes de 24 ans qui font construire leur propre maison alors qu'on sait la difficulté. Mais le bâtiment, puisque je ne peux parler du bâtiment, je crois que les métiers manuels, on va encore vers un travail, vers une émancipation. Et je crois que l'épanouissement de l'être humain passe encore par le travail.
Est-ce que le maillage territorial, et ma question s'adresse aussi à vous, Hélène Marty, les missions locales, les CCAS, les pôles emploi, ont aujourd'hui les outils, le discours pour vous permettre d'attirer ces jeunes-là, ces talents que vous recherchez? Hélène Marty. Ah oui, moi je peux répondre de façon assez facile puisqu'on a des jolis modèles d'inclusion. Via CCAS ou mission locale, avec des personnes à nouveau éloignées de l'emploi ou qui ne pensaient pas pouvoir y accéder à ce moment-là. Et lors de missions, lors de 3 semaines, 4 semaines, mais derrière, ça se concrétise par un CDD, par des missions sur des métiers qu'ils n'auraient peut-être pas fait initialement ou auxquels ils n'auraient pas pensé. Un accueil aussi, parce que l'idée, c'est aussi qu'ils sont accueillis par l'entreprise, ils sont accueillis par leurs collègues. Et ça, c'est une belle réussite. Donc oui, et sans les préparations opérationnelles emploi, sans les personnes qui viennent nous visiter, nous démarcher, bien évidemment, et qui viennent nous proposer des profils. On travaille aussi avec les ESAT, qui pour nous, on a pas mal de personnes actuellement, et même ils sont plébiscités. Quand ils ne sont pas là, ça manque. Alors nous avons deux exemples avec nous aujourd'hui de réorientation, de réinsertion, de nouvelles entreprises naissent avec nos entrepreneurs ici. C'est le cas de Félix Ibé, qui a fondé avec Olivia de Robert il y a 6 mois seulement un service de livraison de repas, calqué sur le principe qu'on connaît chez les grands noms Deliveroo, Uber Eats pour ne citer que, qui s'appelle Foodaki à Hossegor. Vous avez eu un parcours de création construit selon vos besoins, selon vos attentes et dans un secteur porteur. Expliquez-nous un petit peu votre histoire. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais dire, mon expérience dans les parcours professionnels, c'est que en fait, j'avais déjà mon travail. Je suis data analyst. C'est ça. Bon, je touche un peu dans l'informatique. J'avais un travail en temps plein en CDI. Et en fait, en arrivant dans les régions des Landes, tout simplement au Hossegor, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin. Il y avait un manque parce que souvent on commandait chez des restaurants qui livraient eux-mêmes les repas avec leurs employés qui étaient mal organisés. Une fois, on avait arrivé avec un repas 1h30 d'attente, c'est froide. Et c'est là où ça s'est net cette idée de pouvoir répondre à cette solution de cette problématique. Parce que je me demande s'il n'y a que moi qui a ce problème. Je pense que toute la ville entière a les mêmes problèmes, c'est-à-dire d'avoir un repas chaud qu'on peut trouver dans les autres grandes villes. Dans les Landes, c'est vrai que l'aménagement des Landes, ce n'est pas très, très compatible comparé à Paris, où on a un bon lieu avec toutes les maisons qui sont plus rassemblées. Mais là, on parle des Landes, on est plus des maisons étalées. Donc, on a décidé de lancer le projet et de développer une application mobile et un site Internet, de répondre à cette problématique. C'était un parcours de combattant parce qu'on ne pouvait pas faire comme les autres, comme vous avez bien cité des autres grandes marques, je n'ose pas citer le nom. Et on a décidé de créer ça localement avec un partenariat avec mon collaborateur Olivia de Robert qui on a décidé de lancer. Donc j'ai développé une app, un site internet. Et au moment où on a testé tout, on était sûr que tout était bonne au niveau expérience utilisateur, l'interface était fluide. On a décidé de proposer ça au grand public. Donc, votre stratégie, vous l'avez repensée plusieurs fois avant de la mettre à l'épreuve? Effectivement, ça a pris 1 an et quelques mois de développement. C'était juste après, pendant les confinements que c'est l'idée est lancée. Et du coup, ça nous a pris du temps de tout réunir, tout mettre en place et lancer en décembre l'année dernière. Donc alors, ça va faire 6 mois. Vous avez aussi une autre particularité, c'est que vous avez décidé de garder votre emploi actuel en développant votre nouvelle activité. C'est quelque chose, on le verra peut-être avec Madame Bachakou tout à l'heure, qui est courant. Expliquez-nous si vous avez des profils comme Félix Ibé qui émergent. Courant sur ce territoire, sûrement parce que c'est un territoire inspirant, c'est qu'il y a beaucoup de porteurs de projets, de jeunes ou de moins jeunes, qui ont envie de se lancer vers la création de leur propre activité. Nous accompagnons beaucoup ces porteurs de projets. Et ce qui est intéressant dans le témoignage de Félix, c'est que ce qu'il dit très bien, c'est que ça se prépare, un projet de création d'entreprise, ça se prépare, ça se construit par étapes, et il faut vraiment sécuriser chaque étape. Donc nous pouvons les accompagner, bien sûr, dans ce déroulement-là. Mais il est important de comprendre son territoire, de comprendre quelle peut être la stratégie porteuse et puis de sécuriser les choses en peut-être
gardant son emploi au début. Je pense que là, c'était très malin de leur part de se dire on voit venir et puis ensuite on verra ce qu'on en fait. Et je pense sans doute que ça répond à la fois à ces aspirations que l'on sait maintenant de cette nouvelle génération, j'ai envie de dire, qui est à la fois dans une quête peut-être d'une forme de liberté. Je crée mon activité, je suis mon propre patron, mon propre employeur, mais il y a aussi des réalités de marché de l'emploi et des réalités du quotidien, avec bien sûr des enjeux financiers qui sont aussi à sécuriser. Et en cela, je trouve le parcours tout à fait intéressant. Cette nouvelle génération, ces attentes, Didier Massy, vous êtes confronté au quotidien quand vous recrutez, quand vous cherchez certains profils. Comment votre offre, vous la formulez aujourd'hui, peut-être différemment qu'il y a 10 ans, 15 ans? Nous sommes en contact avec les lycées au quotidien. Et derrière, nous recevons des candidats. Chaque candidat est reçu par le chef d'entreprise dans notre entreprise. Parce que je pense qu'il y a une vérité à avoir, une clarté à avoir, et que la personne jeune qui vient vers nous soit en confiance dès la première minute, parce que c'est important. Le mot confiance est primordial dans la réussite d'une durée. Souvent, c'est de l'alternance, et je suis fervent défenseur de l'alternance parce qu'elle permet la transition entre le monde éducatif et la vie active. Et je pense que l'alternance n'est pas encore assez présente dans notre pays. Elle devrait se multiplier. Je crois que c'est l'axe de la réussite pour l'emploi des jeunes. Par rapport à Pôle emploi, nous ne nous fréquentons pas beaucoup parce que je ne peux pas travailler et avec l'éducation nationale et avec Pôle emploi. Par contre, j'ai des idées avec Pôle emploi. Dernièrement, le proviseur d'un lycée de Saint-Paul m'a fait prendre la direction de son lycée une journée. Samedi prochain, c'est lui, ou vendredi prochain, parce qu'il ne travaille pas le samedi, c'est vrai, nous parfois, mais vendredi prochain, c'est lui qui prend la direction de l'entreprise. Une sorte de vie ma vie, de chef, c'est vie ma vie. Chef d'entreprise, chef d'établissement. Qui sera lors du salon du bois à Morsins au mois de septembre, qui sera les expériences rendues. Par contre, j'ai soumis à votre directrice qu'on fasse pareil, que des chefs d'entreprise viennent à Pôle emploi, passent une journée à Pôle emploi, et que des jeunes de Pôle emploi, vos collaborateurs, viennent dans les entreprises. Je pense que ça peut être aussi très intéressant. Ce monde n'a pas assez de passerelles. On ne se parle pas suffisamment, on ne discute pas. Et tout ça, je crois que les solutions, le dialogue résoudra beaucoup de choses, mais il faut qu'ils viennent de nous, pas qu'on attende que les pouvoirs publics nous le fassent, parce qu'on attendra encore longtemps. L'aspect de travail, de culture d'entreprise, Hélène Marty, ça existe toujours aujourd'hui? Alors, culture d'entreprise, oui, forcément. Après, c'est pas à moi de la définir. Il faudrait parler avec les collaborateurs. Moi, tout ce que je peux dire, je fais écho aussi à ce que je suis en train d'entendre sur les passerelles. Alors, les passerelles, effectivement, on en met le plus possible et on a de plus en plus d'échanges. Nous, on invite effectivement les personnes et les futurs collaborateurs à nous rendre visite en amont. Alors, durant le Covid, ça a été un petit peu plus compliqué. Néanmoins, l'attractivité s'est faite sur le nom, sur les produits, sur la marque. Après, la culture d'entreprise, oui, c'est un vaste sujet, oui. Alors on va y venir justement avec notre autre invité aujourd'hui, Jérémy Aïssaguer, qui est basque-hollandais, qui a un parcours qui ressemble peut-être à beaucoup d'autres, une croyance au départ inébranlable dans ce que l'on nomme un plan de carrière, puis un burn-out. Comme ça arrive à des milliers de personnes chaque année. Vous avez été cadre d'exploitation, directeur de cinéma, vous avez aussi fait de l'audit, du consulting et cumulé de nombreuses compétences. Aujourd'hui, vous êtes en train d'acquérir un titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Qu'est-ce qui vous a conduit à un tel parcours à seulement 36 ans, j'ai envie de dire? C'est un parcours effectivement atypique, c'est aussi peut-être pour générationnel, c'est peut-être l'état de l'entreprise et du monde de l'entreprise et de ce qui se passe entre la vie scolaire et la vie professionnelle qui commence et les différences qu'on peut déceler. Le fait, M. Massy disait qu'effectivement c'était très compartimenté, il y avait beaucoup il y avait des passerelles et des ponts à faire entre ces deux choses, et c'est vrai que sur la première partie de ma carrière, c'est vrai que j'ai pris un peu l'ascenseur social, j'ai évolué très rapidement, ça a été assez fulgurant. La réalité a été un peu plus difficile, c'était les contre-coups, on va dire qu'on ne peut pas forcément se rendre compte quand on a des carrières comme ça qui sont un peu fulgurantes. Et c'est l'après, on va dire. C'est ce qui se passe après qui est aussi des fois à envisager, parce que c'est
pas forcément facile de rebondir non plus, quand on a des perspectives, des projets, et que des fois ça tombe à l'eau pour diverses raisons. Et c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui quand même, alors on est dans un territoire qui est effectivement très atypique aussi, mais on a de la chance aussi d'avoir ces structures qui nous permettent d'avoir le temps, d'avoir l'espace, l'écoute aussi, pour pouvoir aussi réfléchir à notre j'allais dire plan de carrière, mais ce que disait même madame, c'est la quête de sens, c'est quel est notre rôle dans la société, qu'est-ce qu'on veut faire. Moi je viens d'un parcours où je n'ai fait effectivement que partie du secteur finalement tertiaire, le service à proprement parler. Et puis un matin, je me suis réveillé, on était en post-pandémie, le monde avait arrêté de tourner un petit peu, c'était devenu d'un coup très compliqué de penser le futur. Et du coup, dans mon projet professionnel, ça a été ça, le plus important, ça a été de trouver un rôle dans la société qui me convenait, qui me plaisait, certes, mais ce n'était pas le plus important, c'était surtout qui faisait sens, qu'il y ait des perspectives d'embauche, qui ait aussi une vraie utilité dans la société. Cette quête de sens, Madame Jacou, vous l'entendez au quotidien. Est-ce que c'est nouveau avec la crise que l'on vient de subir, que le sens prédomine peut-être sur la carrière ? Je crois qu'il y avait sans doute des signes avant-coureurs, mais vraiment, les 2 années que l'on vient de passer ont été un révélateur incroyable. Et cette quête de sens, elle est aujourd'hui très, très récurrente dans le discours que l'on entend des chercheurs d'emploi, des salariés. Et d'ailleurs, ce qui me satisfait aujourd'hui, c'est que je trouve qu'à travers les témoignages des chefs d'entreprise aussi que l'on a, on la retrouve aussi dans les chefs d'entreprise qui veulent aussi que leur entreprise ait un sens et une utilité. C'est une richesse du territoire, mais elle doit aussi ouvrir les portes, je dirais, aux citoyens et parler de ce qu'elle fait, parce que les entreprises produisent aussi des services, des richesses au bénéfice de tous. Et cette quête de sens, aujourd'hui, elle est au centre du débat. Monsieur Ayssaguer, aujourd'hui, votre parcours démontre que le pragmatisme, quelque part, de votre démarche l'a emporté sur le productivisme, j'ai envie de dire. Avez-vous la conviction d'être en phase à présent avec vous-même, avec vos attentes ? Ça, c'est une bonne question. La réalité aussi du métier va arriver très prochainement, puisque j'ai eu la chance d'avoir l'examen de titre pro. Il y a encore des perspectives aussi, il y a des opportunités, tout un champ de possibles qui s'ouvre à la fin d'une formation comme ça. Donc il y a, en tout cas, là d'un coup, plein de parcours qui s'ouvrent devant moi, ce qui n'était pas du tout le cas effectivement, non seulement après mon échec professionnel, mais aussi sur les petits emplois que j'ai pu occuper. C'est surtout ça, on ouvre le champ des possibles. C'est ça qui m'intéressait. Est-ce que l'entreprise aujourd'hui, Mme Marty, est capable d'ouvrir le champ des possibilités à un jeune ou à quelqu'un qui est peut-être bien inséré depuis de longues années dans la vie professionnelle et qui, pour une raison ou une autre, va avoir besoin de changement, alors peut-être au sein même de l'entreprise, sur d'autres fonctions. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous avez les moyens de pouvoir lui proposer autre chose ? Alors sur une personne externe, alors peut-être pas sur tous les métiers, puisqu'il y a quand même des gestes métiers, mais c'est vrai qu'on est vraiment sur une réflexion d'organismes de formation interne pour faire l'activité à la main de l'entreprise, j'aurais tendance à dire, puisqu'on est sur vraiment des gestes métiers des fois très spécifiques. Alors même si les lycées, l'éducation nationale a son rôle à jouer, il y a quand même des spécificités qui sont liées à notre activité et donc le faire à notre main. Donc effectivement, si les personnes sont preneuses et capables de bouger, puisque les métiers on a beaucoup de métiers chez nous, oui, c'est tout à fait possible et envisageable. Et on a quelques cas, oui. Bon. Didier Massy, dans un secteur comme le vôtre, où on entend beaucoup parler de pénibilité, peut-on réellement mêler travail d'un côté et hédonisme ? De quoi vous parlent, Didier Massy, les jeunes que vous formez et que vous souhaitez inscrire peut-être dans la durée pour les 10-20 prochaines années au sein de votre entreprise ? Déjà, ils me parlent à mon âge de leurs problèmes que je ne connais pas. Et la jeunesse a souffert énormément au quotidien. Et c'est vrai qu'on parle professionnel, mais dans leur vie aussi, ils ont souffert, ils ont été en manque de beaucoup de choses. Donc déjà, de leur parler, de tester avec eux le ressenti, de créer un dialogue, comme je vous ai dit tout à l'heure, permet dans notre entreprise de les faire évoluer en interne. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont en formation du CAP jusqu'à l'école d'ingénieur. Et nous savons, au sein de l'entreprise, les faire évoluer malgré qu'ils aient eu ces diplômes. Je voudrais revenir sur le mot échec. Ce n'est pas un échec, c'est un rebond. Je crois que vous, les jeunes, vous aurez plusieurs vies professionnelles à affronter, chose que nous, les anciens, nous n'avons pas eu parce qu'on commençait et on finissait par la même activité. Mais l'échec, un jour, il vous rendra service et vous serez le plus heureux de tous. Vous verrez.
abordons aussi ici un sujet dont on a très peu parlé. Vous en avez abordé quelques phrases au tout début. Il s'agit d'inclusion, les logiques naturelles d'inclusion au sein même de l'entreprise. Comment vous y répondez et surtout comment rapprocher de l'emploi ceux qui en sont éloignés à présent? Après, les logiques d'inclusion, elles se font assez naturellement, puisque, comme je l'ai dit auparavant, on est sollicité comme un acteur majeur du territoire. Donc, on en revient toujours à cette importance d'être identifié et de participer du territoire. Et les inclusions, mais ça peut être accompagnement des réfugiés. Il y a eu des cas, je veux dire, ça s'est fait naturellement. La question, les équipes, j'ai même pas à m'en occuper quasiment. Les personnes viennent me solliciter, les documents se font et les personnes arrivent. Idem pour des personnes, que ce soit des juniors ou des seniors. Il n'y a pas de différence. Et les métiers s'apprennent. C'est pour ça aussi qu'on est vraiment dans cette logique d'AFEST et de gestes métiers et d'accompagnement. Alors, il n'y a pas de... Comment dire, c'est pas le monde des bisounours, hein, on est bien d'accord, c'est pas forcément évident, néanmoins ça se fait bien sûr. Et l'inclusion, c'est de notre responsabilité sociétale d'entreprise et ça fait partie de notre ADN. Et aujourd'hui, si on n'a pas cette démarche, qui n'est pas une démarche mercantile, mais qui est vraiment une raison d'être de l'entreprise, les jeunes ils vont pas venir, hein. Enfin, on ne les attirera pas, ça c'est sûr. Vous êtes d'accord, Sophie Geoffrion? Je vous ai vu acquiescer plusieurs fois lors de ces échanges. Je vous laisse peut-être le soin de la synthèse. On a vu l'enthousiasme de Jérémy Aissaguer, le parcours de Félix Ibé avec Foodaki, les convictions en termes de recrutement de Didier Massy ou encore le regard expert de Florence Marty. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ces échanges? D'accord ou pas d'accord, je ne pense pas que c'est la question. Il me semble que cette table ronde montre véritablement ce qu'est notre époque. C'est-à-dire une époque qui se confronte à des difficultés de terrain. Tous les termes que j'ai entendus, que j'ai notés, on parle évidemment de territoire, puisqu'on est dans les Landes et que c'est un territoire où il y a des acteurs majeurs. On parlait de terrain, on parlait d'inspiration, on parlait de secteur porteur, bref, on parlait d'action. On parlait de praxis, hein, comme on dit en philosophie. Et j'ai entendu aussi les termes de passerelle, donc d'échec, et je vous rejoins en ce sens que c'est une vie, en fait, qui est traversée d'échecs, on trébuche, on se relève, etc. Donc c'est tout un modèle qui est à rebâtir, à reconstruire. Et effectivement, il faut le penser aujourd'hui en pensant au Covid. Parce que le Covid, effectivement, a créé des espaces clos dans lesquels on a eu le temps de remuer avec soi-même, de tricoter, de détricoter sa vie, et donc de s'interroger sur la question du sens. Alors la question du sens, elle est vaste, et puis elle est proprement humaine. Elle interroge toutes les vies humaines et c'est pas là qu'on va y répondre. Mais en revanche, elle a permis, et aujourd'hui il faut en prendre véritablement toute la force, c'est que nous vivons dans une époque tourbillonnaire où effectivement chefs d'entreprise et chefs d'établissement peuvent jouer, à intervertir leur rôle et créer des passerelles. Mais une passerelle, c'est pas uniquement un passage d'un endroit à un autre. C'est un lieu de transformation. Quand on arrive de l'autre côté, il faut qu'on soit transformé. Et l'époque, elle est créatrice, elle est tourbillonnaire. Le rapport au temps est un temps à l'urgence. Il faut que ça aille vite. La patience ne fait plus partie de notre époque. Et donc, dans ce temps tourbillonnaire, il faut s'accrocher à tout ce qui est autour de nous pour essayer de créer. Donc, ce que j'entends ici est effectivement très fort et très inspirant de ce coup-là, dans ce sens-là, bien sûr. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Merci Sophie Geoffrion. Peut-être Didier Massy, vous vouliez rebondir. Je vous ai vu aussi prendre quelques notes durant cet échange sur des notions que l'on n'a peut-être pas abordées et qui vous paraissent essentielles, vous, en tant que chef d'entreprise. Je crois que les chefs d'entreprise, ils ont une responsabilité énorme. On ne peut pas attendre que les pouvoirs publics règlent tous les problèmes. Si aujourd'hui, il n'y a pas un vrai engagement des chefs d'entreprise qui effectivement prennent diverses voies, hein, que ce soit l'éducation nationale, le pôle emploi ou autre, si vraiment les chefs d'entreprise ne se prennent pas en main, ça risque de créer des problèmes. Parce qu'on rencontre des entreprises qui ont essayé de trouver des solutions et qui les trouvent et qui les abordent, qui règlent les soucis. L'entrepreneuriat, c'est régler des soucis au quotidien. Et il ne faut pas oublier que les jeunes qu'on mettra en piste aujourd'hui seront les entrepreneurs de demain. Et j'espère que, moi qui suis bientôt au bout de ma carrière, j'espère que tout ce qu'on aura fait aura servi et aura un sens
à une vraie réalité. Merci Didier Massy, merci à tous les 6 d'avoir participé à cette table ronde. Aujourd'hui à Saint-Vincent-de-Tyrosse pour cette expérience, je le rappelle, pilote auprès de Pôle emploi et de nos riches intervenants. Vous retrouverez l'intégralité de cette table ronde sur sudouest.fr. Merci une nouvelle fois aux moyens techniques de TV7.